Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo d'une playlist toute spéciale qui va vous accompagner sur le chemin de la célébrité et qui va vous instruire sur les grandes étapes du design d'un jeu. Alors voilà, c'est parti. Je tiens à remercier Eric, un de mes fidèles auditeurs, d'avoir insisté pour faire cette playlist-là. C'est vrai que je parlais de trucs de design à gauche pas à droite en plein milieu de vidéos par rapport dans des playlists là, quand les idées me venaient là. Et puis l'idée ici, c'est de rassembler tout ça euh, dans une playlist dédiée qui va, là, je l'espère, vous instruire, vous illuminer là, sur, comme je disais, là, c'est quoi les grandes étapes là, quand vous décidez de vous lancer dans le design d'un jeu, là, de la toute première idée que vous allez avoir jusqu'à la publication. Fait qu'on négligera rien. Je suis passé à travers tout ça plus qu'une fois. Fait que on va couvrir ça, puis là, il y en a peut-être que je vais décourager, il y en a peut-être que je vais encourager. Mon but, c'est pas de vous peindre la situation le plus rose qu'elle ne l'est en réalité, là. Euh, c'est, c'est justement de vous donner l'heure juste, puis de vous aider justement là, à déterminer si vous allez aimer ça, vous lancer là-dedans. Alors d'abord, mon pedigree, pour ceux qui ne sont pas de fidèles adeptes de la chaîne, j'ai designé un jeu, Prelude to Rebellion, qui a été publié en 2018 par l'éditeur américain Compass Games. C'est un jeu, en gros, là, sur la mobilisation politique là, au Bas-Canada avant le soulèvement des Patriotes dans les années 1834 à 1837. C'est fucking obscur, on va y revenir, là. Mais croyez-le ou non, ça a été publié. Donc, ce jeu-là, je suis le designer. C'est le seul jeu à ce jour que j'ai designé. Après ça, j'ai un petit peu drifté là, vers un autre rôle. Là, puis les rôles, les responsabilités de tous les intervenants dans le design d'un jeu, c'est quelque chose que je vais couvrir aussi. Là. Mais après ça, j'ai un petit peu dévié vers un rôle plus de développeur. Donc, j'ai été le développeur de Bayonets and Tomahawks, qui a été publié chez GMT Games en 2021, designé par mon bon ami Marc Rodrigue. Je suis aussi le développeur de Prelude to Revolution, qui est le volume 2 dans le système Prelude, sur lequel j'ai gardé un petit peu là, la mainmise, si on veut, là. Donc ça va être publié par Compass Games début 2023. Au moment d'enregistrer cette vidéo-là, ce n'est pas encore publié, mais il est revenu de l'imprimante et apparemment que le bateau avec le container là, est accosté dans un port à quelque part. Là. Fait qu'on devrait voir ça sur les tablettes là, quelque part début 2023. C'est à ce moment-là que je suis devenu développeur, entre guillemets, officiel chez GMT. J'ai joint l'équipe de développeurs de GMT et j'ai été assigné comme développeur là, au jeu Napoleon in Egypt. Fait que Prelude to Revolution, je ne l'ai pas dit, c'est designé par Mike Wilner, quelqu'un qui est comme un peu tombé en amour avec mon système par accident, puis qui a vu d'autres, le potentiel de l'adapter à d'autres thèmes. Puis Napoleon in Egypt, là, c'est développé par Pascal Toupy et son fils Tom Toupy Durand. Celui-là, en tout réalisme, je crois, va probablement être publié plus en 2024. Il est présentement sur le P500 de GMT, à peu près à mi-chemin, là. Fait que bon, là, le temps qu'il fasse la cote, le temps que. Puis on parlera de ça, là, mais bref, le temps qu'un artiste soit impliqué, puis tout ça, puis qu'il soit imprimé, là, on parle peut-être de 2024. Je vais probablement ramasser d'autres mandats de développement chez GMT Games parce que j'ai vraiment levé la main puis j'ai dit là, si vous en avez d'autres, vous pouvez me les envoyer. Je vais probablement continuer à développer des jeux dans le système Prélude avec Compass Games. Fait que j'ai une assez bonne connaissance. Je veux dire, là, vous allez dire, oh, Chris, il a designé un jeu, puis on a développé genre deux et demi, là. C'est vrai, mais étant développeur chez GMT, là, j'ai une excellente visibilité sur la progression d'à peu près tous les jeux qui sont sur le P500 de GMT. On a un channel Discord dans lequel on se parle et on se tient au courant de toutes ces affaires-là. Là. Fait que ça m'a amené à un autre bagage d'expérience là, pour bien comprendre tout ce qui peut arriver dans le cadre du design d'un jeu. Fait que c'est ce qu'on va couvrir dans la playlist avec le rôle de tous les intervenants. Évidemment, mon expérience est plus du côté, on va dire, des jeux historiques, War Games. GMT Games, Compass Games sont beaucoup là-dedans.
Il y a bien des trucs que je vais donner selon moi qui sont universels, par contre, mais c'est certain que je suis pas dans le design là, de jeux entre guillemets là, mainstream, grand public, grand tirage, là, tu sais, puis petite boîte, jeu de party, jeu thématique. Là, je suis pas vraiment là-dedans. Là, tu sais, c'est plus dans des jeux on va le dire, à faible tirage. Mais de toute façon, si vous êtes sur la chaîne, vous êtes pas mal au courant de ça, là, fait que mes intérêts de joueur vont avec mes intérêts de designer. J'ai toujours voulu être publié par les compagnies et les éditeurs que j'aime, puis les éditeurs pour qui j'avais déjà acheté pas mal de jeux, puis c'est ce qui est arrivé, là. OK. D'abord, je suis tout à fait conscient que tous les board gamers ont des idées à un moment ou à un autre. C'est normal. Moi, je pense que quelqu'un, par exemple, qui aime la lecture et puis qui lit beaucoup de livres, un moment donné, il va avoir l'idée d'écrire un livre. Puis quelqu'un qui est board gamer puis qui joue à beaucoup de board games, un moment donné, il va avoir une idée puis il va avoir le goût de designer un board game. Je pense que c'est juste naturel. Je connais pas beaucoup de board gamers qui n'ont pas au minimum un embryon d'idée à quelque part qui traîne. Puis c'est peut-être rien qu'une coupe de notes gribouillée à quelque part, puis ça n'a jamais eu de suite. En fait, je dis souvent que euh, la différence là, entre un board gamer qui a une idée et un board gamer qui est publié, c'est tout simplement la persévérance. That's it. Fait que c'est de prendre l'idée puis de la mener jusqu'au bout. Comme n'importe quel projet, vous pouvez le prendre puis le mener jusqu'au bout. C'est vrai pour n'importe quoi dans la vie. Vous pouvez dire, ah, j'ai le goût de faire le tour du monde un jour, j'ai le goût de faire le tour du monde un jour. Ben, la différence entre ceux qui le disent et ceux qui le font encore là, c'est la persévérance, la motivation, de se mettre en mouvement, de s'organiser, puis de se mettre un pied en avant de l'autre, comme on dit en bon québécois, là, puis vraiment là, de commencer à, à rendre ça un peu plus sérieux. Là. Fait que comment loin vous allez pousser votre idée, comment là, votre niveau de tolérance à tous les obstacles que vous pouvez pogner en cours de route. Là. Il y a énormément de points où vous pouvez vous décourager. Ça prend probablement un peu de luck aussi, je dirais. Là. Euh, donc, trouver le bon éditeur au bon moment, le bon fit. Il y a des affaires aussi qui sont un peu laissées à la chance, surtout quand on commence. Là, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, Stephen King, probablement, que quand il envoie un nouveau manuscrit, là, il n'y a pas besoin là, de bien enrober ça. Là, c'est comme publication presque instantanée. Là. Mais Board Gamer, Nobody, qui a une idée, puis qui envoie ça, bon, on va en reparler, là, mais ça va prendre probablement là, un petit alignement de planète pour que ça fonctionne. J'ai appelé cette vidéo-là la genèse parce que tout part d'une idée, tout part de votre idée, tout part de quelque chose qui germe dans votre esprit. Puis on divise l'idée vraiment en deux. Vous flashez sur une mécanique ou vous flashez sur un thème. Et puis souvent pour les euros, on va plus flasher sur une mécanique. Fait que les fans d'euros, à un moment donné, vont dire hey, moi j'ai pensé à une twist pour les worker placement, par exemple, que tu gères tes workers comme ça, puis quand tes places, il arrive telle affaire, puis tout ça. Ça, c'est une idée qui germe à partir d'une mécanique. Alors là, vous avez ce qu'on appelle une mécanique à la recherche d'un thème. Puis souvent, pourquoi qu'on dit que les thèmes dans les euros, c'est sec un peu, là, c'est que ben, justement, des fois, c'est assez apparent, le jupon dépasse, comme on dit. C'est assez apparent qu'on a pris le thème pour le sacrer par-dessus la mécanique. Puis qu'on pourrait prendre à peu près n'importe quel thème puis le sacrer par-dessus la mécanique. Mais c'est correct que je respecte ça, il y a des gens qui aiment ça. Puis il y a des gens que c'est comme mécanique first. Puis après ça, on est-tu dans une cité médiévale où on est-tu en train là, d'échanger des ressources, là, c'est peu importe. Les gens vont vraiment focuser sur l'engin, les règles, puis comment que les mécaniques s'harmonisent bien ensemble. Du côté des jeux historiques ou des jeux qu'on appelle Ameritrash, souvent c'est le contraire. C'est que vous allez penser à un thème d'abord, puis ensuite vous allez aller à la recherche de mécaniques qui va bien s'harmoniser avec ce thème-là. Fait que si vous allez du côté des euros, évidemment, c'est un gros marché, c'est un avantage, mais l'avantage a son inconvénient, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de compétition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont designer, qui vont soumettre des designs pour des jeux euros. Fait que considérez là, que si vous envoyez votre idée de design à des éditeurs de jeux euros, vous allez être en compétition avec pas mal plus de monde. Par contre, il y a un potentiel beaucoup plus grand au niveau de la publication. C'est évidemment plus populaire, plus accessible, c'est joué par plus de joueurs.
Je vous dirais aussi, pour la même raison, il y a une plus grande tolérance peut-être sur la réutilisation de certaines mécaniques. Puis des fois, on va jouer un jeu, là, puis on va se rendre compte que dans ce jeu-là, il n'y a aucune mécanique unique. On va dire, hey, ça, il a copié ça de tel jeu, ça, il a copié ça de tel jeu, puis ça, il a copié ça de tel jeu, il a mis ça ensemble, il a fait une grosse soupe avec ça, puis ça nous donne ce jeu-là. Fait que. Puis les gens vont être tolérants là-dessus. Encore là, si le jeu est bon, les gens vont dire ah, ben c'est pas pire. Tu sais, c'est la première fois qu'un jeu vraiment va marier ces 3-4 mécaniques-là ensemble. Puis d'un coup, donc, ça fait un mix pas pire. Au même titre que quand on vide le frigidaire et qu'on fait une espèce de soupe, justement, de même, des fois on y goûte, on dit Chris, c'est pas mauvais. Fait que. Donc c'est ça. Pour les euros, bon, pour les jeux historiques, je répète que c'est plus mon champ d'expertise. Bon, il y a quelques mauvaises nouvelles, en fait, là. D'abord, les thèmes les plus populaires sont déjà surutilisés. La Deuxième Guerre mondiale, entre autres, là, my God, ça a été pressé, pressé, pressé et surutilisé. Puis là, le commentaire qu'on commence de plus en plus à entendre des joueurs, c'est ai-je vraiment besoin d'un nouveau jeu sur telle bataille ou sur telle guerre ou sur telle patente? Parce que là, effectivement, ce qui est populaire a déjà été fait de plusieurs façons par plusieurs designers au fil des années. Puis là, les gens qui, tout comme vous et moi, ont plusieurs jeux qui ramassent la poussière sur leur tablette, commencent à se poser la question, j'ai-tu vraiment besoin, exemple, de m'acheter un nouveau jeu sur la bataille du Bulge, alors que j'en ai 5 qui sont encore dans le shrink sur les tablettes. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que les thèmes les plus populaires, ça vous prend vraiment une expertise poussée. On ne peut pas s'improviser et faire un jeu sur la Deuxième Guerre mondiale avec tous les freaks out there qui connaissent tous les dessous de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous y allez à peu près, puis vous dites, ouais, je sais à peu près qu'est-ce qui s'est passé à cette bataille-là, puis je vais faire un jeu, vous allez vous faire ramasser. On est une population très piquée, que si on voit quelque chose qui est pas réaliste, puis c'est pas vrai, ça s'est pas passé de même, puis c'est pas vrai, c'était pas comme ça, puis cette unité-là était pas là, puis cette unité-là avait pas cette force-là. Si les gens sont vraiment rendus, là, les gens lisent ça avant de se coucher, des livres et des livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors vous allez devoir lire énormément, vous aussi, si vous n'êtes pas déjà un érudit en la matière, là. Je dis pas que vous devez être la sommité mondiale sur le sujet, là, mais vous devez lire définitivement si vous vous attaquez à un jeu historique. Fait que là, vous allez dire, on va aller dans les thèmes moins utilisés, mais les thèmes moins utilisés sont moins utilisés pour une raison. C'est obscur, ça s'est passé dans un raccoin de pays à quelque part, c'est souvent pas très pertinent. Dès qu'on sort du pays, c'est pas très pertinent. Et puis, naturellement, ça va être moins populaire que les grands classiques avec Napoléon, puis comme je disais, la Deuxième Guerre mondiale, puis Jules César, puis tous les gros hits là, de l'histoire. Et un dernier problème, un dernier désavantage, question de vous achever, là, j'exagère, là, ben je le dis comme ça, l'histoire avance moins vite que vous. Fait que c'est-à-dire que là, on pourrait dire qu'au moment où j'enregistre cette vidéo-là, tu sais, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, il y a de moins en moins de guerres dans le monde. Ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle, là, n'en déplaise aux Wargamers. Il y a de moins en moins de guerres dans le monde. Bon, mettons, là, il y a la guerre, effectivement, en Russie et en Ukraine. Ben, d'abord, on dirait qu'il y a une espèce de, je pense que c'est normal, il y a une espèce de période sombre où c'est très mal vu de publier un jeu sur une guerre qui est trop récente. Parce que là, vraiment, là, tu sais, les morts, là, tu sais, on les connaît, c'est encore très, très proche là, pour des gens qui étaient impliqués là-dedans. Fait qu'on le voit, ça, des fois, là, il y a des jeux qui sortent sur des guerres récentes, puis il y a des gens qui disent ah, c'est beaucoup trop tôt pour sortir de quoi là-dessus. Puis je comprends le point. Fait que même si vous vouliez sortir, par exemple, un jeu sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'abord, je vous annonce tout de suite que vous n'êtes pas les seuls. Il y a énormément de designs là-dessus qui sont en préparation, fiez-vous sur moi. Puis de toute façon, vous ne pourriez pas le sortir rapidement parce que, comme je dis, il y a des gens qui diraient ah, Steve, vraiment, euh, quel manque d'attention envers les gens qui ont été impliqués là-dedans. Vous allez recevoir du flack un peu là-dessus. Fait que, on est pogné souvent pour travailler avec le passé, puis le passé a déjà, le citron a déjà été énormément pressé. Pour ceux qui connaissent un peu, qui ont lu les designer notes de mon jeu, là, savent que euh, c'est suite à une partie de 1989 avec mon bon ami Pierre-Emmanuel Choquette, qu'on a eu une petite discussion de cuisine, là, puis qu'on a dit, ah, Chris, on aime ça, justement, les card-driven games, puis là, ça se ferait de designer quelque chose là-dessus, puis bon, ben, là, moi, je sortais à peu près mes arguments, je dis, ah, mais sur quoi, Calis?
Puis là, on a dit, ben, Chris, les Patriotes, esti, les Patriotes au Bas-Canada, tu sais, ça n'a pas été tant exploité. Ouais, c'est vrai, tu sais. Puis là, OK, Wargame, peut-être, je me rappelais, là, mes cours d'histoire au secondaire, là, tu sais, des Patriotes. Puis là, je me rappelais même qu'ils avaient gagné une bataille, même contre l'armée britannique, là, tu sais. Puis après ça, il s'était fait ramasser. Mais tu sais, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Fait qu'on part avec ça, puis à ma grande surprise, ben, je pars avec ça parce que, bon, Pierre Emmanuel est retourné chez eux, puis il a été un bout de s'en entendre parler, mais euh, je pars avec ça, tu sais, puis à ma grande surprise, moi qui est d'un naturel paresseux, justement, pas très motivé à rien, j'avance un peu. Ben, je commence à lire sur le sujet, dans le fond, j'applique le conseil que je vous ai donné. Je commence à lire sur le sujet, puis là, je me rends compte que, dans le fond, ouais, le souvenir que j'avais de l'école, quand on lit des livres historiques un petit peu plus sérieux, je dis pas que l'école, c'est pas sérieux, mais c'est vrai que les Patriotes ont gagné une bataille, mais moi, j'ai toujours comparé ça. Imaginez le petit gringalet à l'école euh, qui, euh, qui passe à côté là, de l'espèce d'armoire à glace de 6 pieds 4, 250 livres. Ben, le gringalet, s'il est suffisamment rapide, peut prendre par surprise l'armoire à glace de 6 pieds 4, 250 livres. Peut probablement y crisser un coup de poing sur la gueule alors qu'il se croise dans le corridor de l'école, puis l'armoire à glace n'a aucune raison de se douter que le gringalet va le frapper. Mais qu'est-ce qui va arriver après, là, une fois que le choc initial va être passé, là, l'armoire à glace va prendre le gringalet, va le rentrer dans un casier, puis bon, il veillera pas tard, là. Ça va se terminer assez vite. Les Patriotes, c'est un peu ça. La bataille qu'ils ont gagnée, quand tu lis, tu vois vraiment qu'ils ont carrément pris l'armée britannique par surprise. Puis c'est la preuve, selon moi, que même un très, très, très petit joueur peut surprendre avec une bataille, une victoire marginale, un adversaire beaucoup plus fort que lui, là. Une fois que l'armée britannique s'est dit, ah ouais, eux autres veulent jouer à ça, et Chris, ils ont rentré dans le top, ça n'a pas été long, là. Tout ça pour dire que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire avec ça, il n'y avait pas de wargame à faire avec ça, c'était ben trop déséquilibré comme rapport de force, là, même en étirant l'élastique, c'était pas possible. Et puis là, vraiment, puis là, on switch ici, là. J'ai lu un livre marquant, un livre de Gilles Laporte, une sommité là, sur les patriotes, définitivement, là, livre qui s'appelle Patriotes et loyaux, leadership régional et mobilisation politique en 1837 et 1838. Ça a quasiment l'air du titre d'un board game quand on regarde ça de même, là. Et j'ai eu le flash en lisant ce livre-là ici, là, en fait, puis désolé pour la résolution dégueu un peu, là, mais j'ai le PDF comme du livre, là, mais quand on zoome, ça fait dur, là. Mais à un moment donné, d'abord, je suis tombé sur cette map-là. Puis pour moi, c'est un autre avantage de lire, c'est qu'à un moment donné, vous allez tomber sur un graphique ou une map ou quelque chose comme ça. Fait que là, Chris, si on est board gamer, c'est impossible de regarder ça puis de pas voir une planche de jeu, là. Fait que déjà là, je voyais les circonscriptions électorales au Bas-Canada en 1834. Puis je me suis dit, ah ben, cool, il y a peut-être de quoi à faire avec ça. Puis Gilles Laporte, comme le titre de son livre l'indique, ou le sous-titre de son livre l'indique, s'intéresse pas tant au combat, mais beaucoup à ce qui s'est passé avant, ce qui a mené au combat. Puis à un moment donné, plus tard dans ma lecture, je suis tombé sur un paquet d'affaires de même, où pour chacun des comtés, qui sont illustrés ici, là. Fait que là, dans ce cas-là, là, c'est un close-up de Chambly qui est ici. Gilles Laporte a recensé comme le nombre d'assemblées publiques qu'il y a eu, tu sais, les pétitions qui ont été signées, puis les cossins qui ont été faits d'un camp ou de l'autre. Fait que là, je commençais à voir un peu là, à la Twilight Struggle, là, un jeu beaucoup plus d'influence où les joueurs là, tu sais, mobilisent ces comtés-là pour essayer de rallier la population à leurs idées, là. Puis en noir, je pense que c'est des trucs patriotes, puis en blanc, c'est des trucs loyaux, là. Puis il y a ça pour toutes les comtés. Puis là, je voyais, ah, Chris, il y a des comtés évidemment plus anglophones, plus du côté des loyaux, des comtés plus francophones, plus en faveur du patriote, mais en même temps, la réalité n'est pas aussi simple que ça. Plus tard, je suis tombé sur une patente de même, là, où est-ce qu'ils montrent vraiment là, chacun des comtés avec le nombre d'activités loyales puis le nombre d'activités patriotes. Là, fait qu'il y avait vraiment quelque chose, bref, là-dedans, qui m'a fait complètement là, changer mon fusil d'épaule, là, puis qui m'a fait dire, OK, vraiment, là, définitivement, fuck le wargame, on va s'en aller dans un jeu plus là, d'influence. J'avais une map, fait que là, vous aurez remarqué, la map allait quasiment jusqu'en Gaspésie.
à ce moment-là, ce qui est un peu farfelu parce qu'il s'est pas passé grand-chose dans l'est du Bas-Canada, là. Mais pas grave, j'ai starté de même avec un découpage par comté puis un petit système d'influence boboche là, que je vais couvrir un petit peu plus dans le prochain vidéo. Mais là, je tenais mon idée. Puis une fois qu'on tient notre idée, ben là, on continue de lire, puis on continue de lire, puis là, à mesure que l'idée se précise, tout ce qu'on lit, on dirait, là, notre cerveau va venir isoler les trucs qui collent bien avec notre idée, là, avec ce qu'on est en train de lire. Là. Puis on est de plus en plus inspiré, puis c'est comme ça que ça déboule. Fait que là, on va voir comment développer cette fameuse idée-là dans le prochain vidéo. Mais je vous laisse avec un dernier conseil. Peu importe ce que vous choisissez comme jeu à designer, là, vous devez être le fan numéro un de votre jeu. Ne faites pas l'erreur, ça c'est un conseil que je vous donne, ne faites pas l'erreur de designer un jeu pour les autres. C'est tellement de job et c'est tellement de travail pour pas grand-chose que si vous dites, ouais, moi j'aime pas ça, tel type de jeu, mais je pense que ça va pogner, fait que je vais designer ça. Vous allez être la personne qui va jouer le plus à votre jeu. Vous allez le tester avec du monde. Puis si vous-même, ça vous écœure de vous asseoir à la table pour tester votre propre jeu, là, c'est, c'est destiné à l'échec dès le départ. Moi, je joue encore en date d'aujourd'hui à Prelude to Rebellion. J'aime ça. C'est un card-driven game tendu. Ceux qui suivent la chaîne, vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que je joue encore à mon jeu over et over again. Je dis jamais non à une game. Puis ça, je pense que c'est extrêmement important. Ne designez pas un jeu pour les autres. Ne designez pas un jeu parce que vous dites ça va pogner puis ça va se vendre comme des petits pains chauds. Parce que tout le long là, du design, là, vous n'aurez pas la motivation nécessaire pour vous asseoir puis travailler là-dessus. Là. De toute façon, on va y revenir. On ne fait pas ça pour l'argent. Fait qu'aussi bien d'avoir du fun pendant qu'on le fait. Fait que voilà, c'est parti, le design d'un jeu. On va couvrir ça ensemble, toutes les étapes. On va prendre notre temps, puis j'espère vous faire profiter de toute mon expérience là, pour que ça puisse être un succès, puis qu'un jour vous me disiez, Marco, tu sais pas quoi, Asti, suite à ta playlist, je me suis finalement botté le cul pour avancer le design de mon jeu, puis là j'ai un éditeur qui veut me publier, c'est mon souhait le plus cher. D'ici là, manquez pas le prochain vidéo. À plus.